Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter les principaux calculs à connaître en MSGN pour votre épreuve du bac écrit. Alors je ne vais pas présenter tous les calculs à connaître, puisque vous savez que vous avez à la fois le programme de première et de terminale à réviser, donc il y a beaucoup de calculs, mais je vais vous mettre les principaux, ceux on va dire qui sont le plus susceptibles de tomber le jour de l'épreuve. On va commencer par les parts de marché. Vous devez être capable de calculer une part de marché, hein, si vous allez donc à l'épreuve. Une part de marché, alors elle peut s'exprimer soit en valeur, soit en volume, donc je vous ai remis les formules ici. La part de marché qu'on calcule le plus souvent, c'est la part de marché en valeur, donc c'est celle-ci. Donc comment est-ce qu'on calcule? On prend le chiffre d'affaires de l'entreprise qu'on étudie, on le divise par le chiffre d'affaires total du marché, c'est-à-dire à la fois elle et ses concurrents, et on multiplie par 100. Et on obtient donc la part de marché en valeur qui s'exprime en pourcents. Plus rarement, on peut vous demander de calculer une part de marché en volume. Cette fois-ci, vous prenez non pas le chiffre d'affaires des entreprises, mais les produits vendus par les entreprises et le marché. Alors, je vais prendre un exemple avec vous pour que vous compreniez un peu mieux cette formule. Donc prenons un exemple très simple d'un marché où il y a quatre entreprises qui sont en concurrence. Donc l'entreprise A, B, C et D. L'entreprise A a 10 000 euros de chiffre d'affaires, l'entreprise B 20 000, l'entreprise C 50 000 et l'entreprise D 20 000 euros. Si je veux calculer la part de marché en valeur de l'entreprise C, je fais donc la formule que je vous ai rappelée au-dessus. Et quand j'applique tout ça, le chiffre d'affaires de l'entreprise C c'est 50 000 euros. Je le divise par le chiffre d'affaires total du marché. Quand je fais 10 000 plus 20 000 plus 50 000 plus 20 000, j'obtiens 100 000. Donc je fais 50 000 divisé par 100 000 fois 100. Et ça me donne 50%. Donc autrement dit, l'entreprise C, elle a 50% de la part de marché en valeur de ce marché. Bon. Ensuite, vous devez être capable de calculer un taux d'évolution. Donc le taux d'évolution, je vous rappelle que vous prenez la valeur d'arrivée moins la valeur de départ divisé par la valeur de départ fois 100. Donc ça peut s'appliquer à plein d'exercices différents. Donc il faut bien la connaître, et donc quand vous appliquez cette formule, vous obtenez l'évolution en pourcents. J'enchaîne avec quelque chose qui m'a été beaucoup demandé, c'est comment est-ce qu'on calcule un coût de revient. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets où on vous demande de calculer le coût de revient d'un produit. Alors le plus souvent, on va vous demander de calculer le coût de revient unitaire. Donc déjà, je vais vous rappeler la définition d'un coût de revient. Un coût de revient, c'est la somme du coût d'achat, des frais de production et des frais de commercialisation d'un produit. Qu'est-ce que c'est le coût d'achat? C'est le coût des matières premières. Les frais de production, ça correspond à combien ça m'a coûté de produire ce bien ou ce service. Donc par exemple, ça va être les salaires, ça va être l'électricité qui a été nécessaire pour fabriquer le produit. Et enfin, vous avez des frais de commercialisation. Une fois que vous avez produit votre bien ou votre service, il va falloir le vendre à votre consommateur final. Donc pour ça, vous allez peut-être avoir des frais de publicité, des frais de référencement, des frais de conditionnement, etc., etc. Donc voilà la distinction entre les trois types de coûts qui vont au final vous faire votre coût de revient. Donc, quand on vous pose la question de calculer un coût de revient, il va falloir que vous détailliez le calcul de cette manière. C'est-à-dire qu'il va falloir vous disiez, voilà combien coûte le coût d'achat, voilà à quoi correspondent les frais de production, et voilà combien valent les frais de commercialisation. Et après, vous faites la somme des trois, et ça vous donne votre coût de revient. Petit rappel, je vous rappelle qu'il faut prendre en compte à la fois les charges directes et indirectes pour calculer le coût de revient. Pour vous illustrer ce calcul qui est un petit peu complexe, je vais m'appuyer sur un exemple d'un sujet, je crois qu'il date de l'année dernière, qui était tombé au bac. Donc vous aviez ce sujet, alors non, en l'occurrence c'est le sujet 0, c'est-à-dire c'est le sujet qui avait été donné en 2020 comme exemple de sujet qui pouvait tomber au bac. Donc, on vous présente ici un document qui vous détaille l'ensemble des frais qu'occasionne la production de ce produit. Bon. On vous dit, on commence déjà par le coût d'achat. On vous liste tous les ingrédients qui sont nécessaires pour fabriquer ce produit. On vous dit qu'il faut 60 centimes par 100 grammes de fruits. Alors là, il y a une petite difficulté, c'est qu'on vous dit qu'il faut 200 grammes de fruits pour fabriquer une confiture entière. Donc, il va falloir que vous multipliez par 2 vos 60 centimes, puisque là, on n'a que 100 grammes, donc il nous faut 200 grammes en tout. Donc là, je vais avoir 1,20 € de fruits dans mon coût d'achat. Mais c'est pas tout, parce qu'on vous dit qu'il faut aussi 130 grammes de sucre, qui correspond à 18 centimes. Donc je les ajoute. Ensuite, j'ai 12 centimes de jus de citron et 1 centime de beurre. Et enfin, dans les charges indirectes, on me dit que l'approvisionnement coûte 30 centimes tous les 100 grammes de fruits achetés. Or, on a dit que pour fabriquer une confiture, il faut 200 grammes. Donc du coup, je multiplie encore par 2. Ça me donne 60 centimes de charges indirectes au niveau de l'approvisionnement.
J'additionne tout ce que j'ai trouvé jusque-là, et j'obtiens un coût d'achat qui équivaut à 2,11 €. Donc là, sur votre copie, il faut qu'à un moment vous indiquiez que le coût d'achat, c'est-à-dire le coût des matières premières, vaut 2,11 €. J'enchaîne et cette fois-ci, je vais évoquer les frais de production. Mes frais de production, bah là, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. On vous parle simplement de la main-d'œuvre, c'est-à-dire les salaires. On vous dit que un salarié doit passer environ 6 minutes par pot et son salaire équivaut à 16 € de l'heure. Donc, comme ici on me donne la main-d'œuvre par heure, il faut que j'obtienne la main-d'œuvre toutes les 6 minutes. Je vous rappelle que dans une heure, il y a 60 minutes. Du coup, si je veux obtenir 6 minutes, il faut que je divise par 10 le montant de l'argent qui est indiqué ici. Donc je fais 16 divisé par 10, ça me donne 1,60 € de main-d'œuvre par produit. On vous dit également que la main-d'œuvre, dans les charges indirectes, elle équivaut à 17 € par heure. Donc là, pareil, je divise par 10 et j'obtiens 1,70 €. J'additionne les deux que je viens de trouver, et donc mes frais de production, ils sont équivalents à 3,30 €. Il ne me reste plus dans ma formule que les frais de commercialisation. Alors les frais de commercialisation, on nous dit que déjà pour conditionner donc la confiture, hein, pour la mettre en pot, c'est 25 centimes l'unité. Donc je les mets ici. Ensuite on me dit que l'étiquette qu'il y a dessus est à 5 centimes l'unité. Et enfin, dans les charges indirectes, on m'indique que le conditionnement équivaut à 9 centimes. J'additionne les trois et j'obtiens des frais de commercialisation qui sont équivalents à 39 centimes. Il ne me reste plus qu'à ajouter le coût d'achat, les frais de production et les frais de commercialisation et j'obtiens mon coût de revient. Et quand j'additionne les trois, donc 2,11 € plus 3,30 € plus 39 centimes, j'obtiens 5,80 €. Donc le coût de revient unitaire, c'est-à-dire le coût de revient d'un pot de confiture, en tout, il équivaut à 5,80 €. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les coûts de revient. Je termine par une dernière notion qu'il faut que vous connaissiez. Alors la plupart du temps, elle ne va pas appeler à faire de calcul, mais simplement à expliquer ce que vous observez. Vous savez que vous avez dû voir en début d'année ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, le fonds de roulement net global et enfin la trésorerie. Alors à quoi ça correspond? Le besoin en fonds de roulement, on le calcule en faisant l'actif circulant moins le passif circulant. Le fonds de roulement net global, on le fait en faisant ressources stables moins emploi stable. Et enfin, la trésorerie, on la calcule en faisant le fonds de roulement net global que vous avez trouvé précédemment, moins le besoin en fonds de roulement que vous avez trouvé également précédemment. Donc tout ça, ça se fait à partir d'un bilan fonctionnel que vous allez avoir en annexe, si jamais on vous pose une question comme ça. Plus que les calculs, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est à quoi correspondent chacun de ces éléments. Alors qu'est-ce que c'est le besoin en fonds de roulement? Je vais vous expliquer assez rapidement. Une entreprise, elle a des charges et des revenus qui vont constituer son chiffre d'affaires. Sauf que ces deux montants, ces deux sommes d'argent, elles n'arrivent pas en même temps. Par exemple, une entreprise, elle doit acheter ses matières premières. Et il s'écoule une certaine durée de temps avant qu'elle puisse vendre ses produits au final. Hein, il va falloir qu'elle transforme les matières premières, il va falloir que les salariés travaillent, il va falloir que on transporte les produits finaux. Tout ça, ça va prendre du temps. Donc ça veut dire que l'entreprise, elle doit d'abord payer de l'argent, par exemple, elle va devoir payer ses fournisseurs, et c'est seulement quelques jours ou quelques semaines ou voire quelques mois après qu'elle va pouvoir recevoir l'argent issu de ses ventes. Donc ça veut dire que l'entreprise, en quelque sorte, elle doit avancer de l'argent. Et ça, cet argent qu'elle a besoin d'avancer, parce qu'il y a un décalage dans le temps, c'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Bon, le problème, c'est que les entreprises, elles n'ont pas forcément toujours les ressources financières nécessaires pour assurer ce besoin en fonds de roulement. Les ressources dont elles disposent réellement, c'est-à-dire l'argent dont qu'elles ont réellement dans leur caisse pour faire face à ce décalage dans le temps, c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement net global. Donc ça, c'est ce qu'a réellement l'entreprise pour faire face à ce décalage dans le temps. Et enfin, la trésorerie qui est donc l'argent dont dispose l'entreprise actuellement dans ses comptes, eh bien, on l'a fait en faisant le fonds de roulement net global moins le besoin en fonds de roulement. Alors concrètement, si vous avez un besoin en fonds de roulement qui est supérieur au fonds de roulement net global, ça veut dire que votre entreprise, elle va être en difficulté parce qu'elle n'a pas suffisamment de ressources pour faire face à ce décalage dans le temps. Et donc ça, vous allez le voir notamment avec la trésorerie nette. Donc la trésorerie nette, encore une fois, c'est le fonds de roulement net global moins le besoin en fonds de roulement. Du coup, si la différence entre les deux, elle est positive,
ça veut dire que l'entreprise est dans une situation qui est plutôt saine au niveau financier, pardon. Et à l'inverse, si la différence est négative, ça veut dire que l'entreprise est en difficulté, elle va devoir peut-être emprunter. Et oui, parce que si vous obtenez ici une trésorerie nette qui est positive, ça veut dire que le fonds de roulement net global, donc ce dont a vraiment l'entreprise, c'est supérieur à son besoin en fonds de roulement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport aux principaux calculs que vous devez connaître pour cette épreuve de MSGN. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les attendus de l'épreuve, et je vous souhaite encore une fois une très belle réussite à l'examen. Merci.